Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes toujours aussi nombreux, aussi fidèles et aussi chaleureux. Je vous remercie vraiment, vraiment pour ça. Et je vous souhaite à nouveau la bienvenue au nom du musée, au nom de notre directrice, Émilie Alonso. Et donc, je vais laisser la parole à Peter, qui a des choses à vous dire. Merci. Voilà. Bonjour à tout le monde, bienvenue. Donc, d'habitude, je veux vous rappeler un petit peu le programme et un changement pour les Lyonnais de Garum qui sont là. Donc, a priori, on avait une conférence à Lyon samedi prochain de Benjamin Clément pour parler des souffouilles à la visitation, mais ça a été reporté. Et c'est plutôt le 15 avril, samedi 15 avril à Lyon. Donc c'est intéressant pour les Viennois aussi, parce que c'est Benjamin, que vous connaissez bien, qui a fait les fouilles à Sainte-Colombe et qui fouille maintenant à Lyon, à la visitation. Donc c'est samedi 15 avril à 10h15 au musée de Lugdunum. Mais ici, on va maintenant, aujourd'hui, commencer cette série de conférences déjà annoncées sur autres villes et autres musées où il y a un musée et un site archéologique, comme ici à Saint-Romain-en-Galles. Et donc, on commence samedi 11 mars, ici, avec Bibracte, où il y a un musée et un site archéologique. Samedi 25 mars, ici, le Forum antique de Bavay, ce que je vous conseille fortement, parce que Bavay, ce n'est pas du tout connu, même en France. C'est au nord de la France, où il y a un forum romain magnifique qui a été fortifié au Bas-Empire pour créer une sorte de castellum à cette époque-là. Et enfin, le 1er avril, à Vanches, en Suisse, encore une fois, un musée avec un grand site romain à côté. Chez nous, à Lyon, je vais juste vous dire quelque chose d'intéressant. C'est le samedi 18 mars, il y aura une conférence de Alain Bouet, c'est un grand expert, mondialement connu, qui va parler des thèmes romains partout en France. Donc, si vous avez la possibilité de venir chez nous, à Lyon, au samedi 18 mars, ce serait intéressant. Et donc, ça, c'est le reste du programme pour cette année. Et maintenant, je vais vous passer à Roger. Oui, bonjour à tous. Oui, avant de laisser la parole à Mme Grange et à Tony Silvino, j'avais, entre parenthèses, Tony Silvino, que vous avez déjà écouté ici, lorsqu'il nous a parlé des fouilles de la place Saint-Maurice. Il devait y avoir 2 ou 3 ans, 2 ans, je ne sais plus. Et donc, avant donc, de leur laisser la parole, à propos de leur fouille de Revel-Tourdan, j'avais un petit message, enfin des propos, à vous transmettre de la part du président de l'association Renaissance de Revel et Tourdan. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'un des membres très actifs de cette association, Paul Blanchon, qui a été vice-président de l'association Renaissance de Revel et Tourdan, a été avec de ses camarades, collègues, et surtout sous le haut patronage de Gabriel Chapota, a été un petit peu à l'initiative de la reprise ou de la réalisation de recherches archéologiques à Revel-Tourdan. Et ça, il y a
d'une cinquantaine d'années, c'est-à-dire au début des années 70. Paul Blanchon est toujours, enfin, il a été vice-président des Amis de Vienne. Là, il n'est pas là aujourd'hui parce que, pour des raisons familiales, il est à l'extérieur de Vienne. Et donc, M. Pinget, donc le président de Renaissance de Revel et Tourdan, voulait rappeler, faire le lien finalement avec l'association de Revel-Tourdan, les Amis de Vienne. On peut dire qu'on est partenaire puisqu'on a fait une publication sur le vase en argent de Tourdan il y a quelques années, il y a déjà, je crois, 6 ans, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, il y a des relations avec nos deux associations. Et donc, c'est avec plaisir qu'on peut maintenant avoir des comptes rendus sur les fouilles qui ont été faites récemment, donc, sous l'autorité de Madame Grange et de Tony Silvino. Ces fouilles, si je ne me trompe pas, aussi reprennent des découvertes aléatoires du 19e et peut-être même avant. Hein. Voilà, je vous laisse la parole et merci donc d'assurer ce lien finalement entre vous, archéologues, et nos associations partenaires. Bonjour à tous. Donc avec ma camarade Gwenaëlle Grange qui est assise ici, nous allons vous présenter une opération qui a été faite juste avant la période du Covid, juste à la période du confinement. Je crois qu'on a déménagé le jour ou la veille du confinement. Donc voilà, c'est vrai que dans nos têtes, c'est assez symbolique. Donc une fouille qui date de 2020. Une fouille qui s'est déroulée dans le hameau de Tourdan, à Revel-Tourdan, dans l'Isère, pour ceux qui connaissent. Et une fouille qui a permis de mettre au jour une occupation qui va de la protohistoire du IIe siècle avant jusqu'à nos jours. Donc vraiment une occupation presque continue, ce qui est intéressant dans l'histoire des sites. À titre de comparaison, on peut parler par exemple de Saint-Raymond-de-Jalonnas dans l'Isère, où il y a vraiment une occupation très longue. Et là, à Revel-Tourdan, on a ce cas de figure. C'est pour ça que c'est intéressant de fouiller dans ce secteur. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Revel-Tourdan, eh ben, c'est dans le département de l'Isère, c'est au sud de Vienne, donc à une trentaine de kilomètres au sud de Vienne, au bord d'un départemental qui va jusqu'à Beaurepaire. Donc Revel-Tourdan, ben, c'est déjà le secteur principal. Voilà. Donc en fait le cœur de la commune est ici, hein, sur la colline de Revel, et puis Tourdan se trouve sur la plaine, qu'on appelle la plaine de la Valoire, au bord de la départementale. Donc ici c'est un zoom sur Tourdan. Et le cœur de Tourdan est ici, autour de l'ancien prieuré médiéval. On verra ça plus tard avec Gwenaëlle. Et vous avez ici ce secteur qui s'appelle Champ-Martin, qui est en bordure de départementale, qui aussi a livré de nombreux vestiges. On en parlera par la suite. Donc voilà, ici c'est une photo aérienne pour montrer l'état avant la fouille. Donc ici vous avez l'église Sainte-Marie, le cimetière. Et puis ici, les anciens bâtiments du prieuré qui est abandonné, l'ancienne salle des fêtes et ancienne école primaire. Donc voilà, des bâtiments qui étaient désaffectés. Et puis dans ce cadre-là, donc la mairie a eu, à cette époque-là, donc en 2019-2020, a eu la bonne idée de faire un projet de réhabilitation de tous ces bâtiments. Et puis dans ce cadre-là, bon, il y a eu l'archéologie préventive qui est intervenue. Donc un peu d'histoire. Donc Revel-Tourdan se trouve dans le territoire des Allobroges. Voilà, donc ça c'est pas un scoop. On est au sud de Vienne. À la pèlerine romaine, on est dans la cité de Vienne, donc une cité qui est importante, dont la capitale, comme son nom l'indique, est Vienne. Concernant l'historique, eh ben, elle commence au XIXe siècle avec des découvertes quand même assez sympathiques, assez importantes, avec en premier lieu le vase en argent des 4 saisons. Donc un vase qui est assez, c'est vraiment une œuvre assez importante dans l'histoire de la métallurgie romaine, donc avec la représentation des 4 saisons sur ce vase. Aujourd'hui, ce vase ici est au British Museum parce qu'il a été vendu au British Museum.
Merci les Anglais. Donc voilà, donc si vous voulez aller le voir, allez à Londres, au British Museum, l'analyser. Donc voilà, donc une découverte importante. Et puis la deuxième découverte importante du XIXe siècle, en 1890, la découverte d'un trésor gaulois, donc daté des années 90-70 avant Jésus-Christ, qui fut immédiatement publié par le commandant Allot de la Fuite. Donc voilà, donc un trésor gaulois assez important pour l'histoire de la numismatique à Lobroge. Et puis il faut attendre pour la suite des découvertes, l'après-guerre et surtout dans les années 70, donc sous l'impulsion de Gabriel Chapota, hein, je pense que vous connaissez à Vienne. Donc il y a eu une association de bénévoles qui ont fait pas mal d'opérations, donc que ce soit sur le site de Champ-Martin ou dans le Prieuré, qui ont mis au jour donc une série de vestiges liés à une agglomération antique et gauloise. Donc ici vous avez quelques clichés, quelques plans, donc des choses assez bien faites pour l'époque. Parallèlement, bon, on en a parlé avec Roger L'Auxerrois, il y a eu la naissance de l'association Renaissance de Revel et Tourdan, qui était là pour promouvoir nos patrimoines de Revel et de Tourdan, d'assurer aussi les surveillances de travaux. Ici, vous avez des relevés effectués par Planchon, dont on en a parlé tout à l'heure. Donc la réalisation donc, de travaux avec la découverte de maçonnerie, donc pas loin du Prieuré, donc ici. Donc voilà, donc c'était un des buts de cette association. Donc ils ont fait aussi un musée, pardon. Ils ont pas mal été actifs dans le patrimoine local. Et puis bon, toutes ces découvertes, hein, que ce soit au XIXe siècle ou au XXe siècle, dans les années 1970, donc ont été reliées à la station de Turedunum, qui est visible sur la table de Peutinger. Hein. La table de Peutinger, hein, c'est une copie médiévale d'un document romain qui a été perdu, bien sûr, qui représente la plupart des voies romaines et les principales agglomérations de l'Empire romain, donc sur une carte, donc Tourdan, Turedunum, voilà. Donc le lien était fait à cette époque-là. Ensuite, avec la loi sur l'archéologie préventive, notamment à partir de 2001, donc il y a eu des opérations, donc 2 opérations principales, qui sont en fait des diagnostics. Donc la première, c'est avec Franck Gabayet, donc INRAP, en 2003, autour de l'église, bon, qui n'a pas donné de résultats, on va dire, probants, mais par contre, l'opération en 2005, par Stéphane Bleu, au niveau du Champ Martin, a permis de mettre au jour en fait, plusieurs vestiges, notamment ici, les substructions probablement d'un temple, et puis ensuite, toute une série de sépultures du Haut Moyen-Âge. Donc ça, on verra plus tard les résultats. Et ensuite, donc, il y a eu toute une série de chercheurs universitaires. Donc le premier, ça a été Nicolas Drouveau, et puis le principal, Guillaume Varenne, donc, qui a pas mal œuvré dans le secteur. De toute façon, il était du coin, donc voilà, donc ça a permis de faciliter les choses. Donc il a réalisé pas mal de prospection pédestre, mais aussi géophysique par radar, et aussi il a fait des faits programmés. Donc ici vous avez le résultat de ces travaux, et puis en fait il a fait une thèse en 2010, donc pas seulement sur Revel-Tourdan, mais sur la plaine de la Valloire, dynamique et forme du peuplement dans la plaine de Valloire, donc défendu à Aix-en-Provence en 2010, où il fait un état des lieux de ce secteur, donc ce secteur de la cité de Vienne, et bien sûr de Revel-Tourdan. Donc voilà, donc je vais utiliser, avec Gwenel, on a utilisé pas mal ces documents, donc ces documents synthétiques. Donc pour la période gauloise, donc ici vous avez ici une carte synthétique autour de Revel-Tourdan, et on voit que voilà que les vestiges sortent surtout au niveau de Champ-Martin, et puis autour du Prieuré, et puis aussi au niveau du lieu-dit appelé les Roussières. Donc il a aussi fait des fouilles, donc il a permis de mettre au jour ces bâtiments, donc il interprète comme des bâtiments aristocratiques, peut-être à but cultuel aussi. Il a repris aussi pas mal de données anciennes avec des données récentes. Là, vous avez des têtes en terre cuite qui recouvraient les toitures des maisons gauloises. Ici, vous avez du mobilier, donc mobilier assez important et qui reflète
le faciès en fait à l'Aubroge de cette époque, hein, avec bien sûr ces fameux amphores à vin italique qu'on appelle Dressel 1 dans le jargon archéologique, donc qui ramenait du vin dans cette partie de la cité, du territoire à l'Aubroge. On a aussi de la vaisselle importée d'Italie ou du sud de la Gaule, et puis aussi des productions régionales avec ses pots et puis des monnaies. Donc voilà, donc vraiment une occupation gauloise bien attestée au 2e et au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et puis pour l'Antiquité, on a toujours 2 secteurs, donc secteur Champ-Martin avec probablement un temple, comme on a pu voir tout à l'heure, et avec les prospections géophysiques qu'il a faites par radar, il a aussi détecté peut-être un ensemble de fanums, donc en fait de temples de tradition gallo-romaine, ou ici dans le secteur des Roussières. Et puis concernant le secteur du prieuré, c'est un peu plus flou. Bref, mais bon, il y a des choses qui sortent de toute façon dans l'ensemble du territoire de Tourdan. Donc là, c'est plusieurs centaines d'hectares hein, quand même. Donc voilà, donc ici, là, je vous parlais des prospections géophysiques qu'il a faites, ce qu'il a interprété, donc avec ses fanas. Question cultuelle, on a eu une découverte ancienne, c'est ses oreilles votives, ex-voto, donc on clouait sur les portes, par exemple, des temples. Et puis ce genre de choses, donc voilà, donc de sanctuaires attestés a priori à Tourdan, on peut le retrouver dans d'autres lieux. Ici, par exemple, vous avez l'exemple de Gilly-sur-Isère, en Savoie, où on a un secteur cultuel, avec un sanctuaire, avec plusieurs bâtiments, associés à un secteur résidentiel. Donc voilà, à Tourdan, on aurait une agglomération secondaire associant ces deux choses. Et puis après, ça ne s'arrête pas là, n'est-ce pas Gwen ? Il y a aussi la période médiévale qui est bien documentée à Tourdan, que ce soit à Champ-Martin ou au prieuré. À Champ-Martin, donc, succédant au temple, on aurait un édifice de culte, probablement une église avec des sépultures. Et puis au prieuré, c'est un peu plus flou, mais on a quand même quelques sépultures et du mobilier épars, donc datant du Haut-Moyen-Âge et du Moyen-Âge central. Donc voilà, donc une occupation médiévale bien attestée sur ces 2 secteurs. Et puis aussi la découverte d'inscriptions. On en a 3, voire 4, il me semble, mais la 4e, je crois qu'elle est perdue. Donc des inscriptions paléochrétiennes, dites paléochrétiennes, donc datant du 6e siècle. Et on verra tout à l'heure qu'on a retrouvé aussi un autre élément épigraphique qui complète cette collection. Donc on a bien la présence d'édifices de culte à cette époque, au 6e siècle, à Tourdan. Donc on va revenir sur la fouille préventive. Donc il y a une erreur, hein, ce n'est pas 2019 mais 2020. Donc une préventive en 2020. Donc comme je vous disais, la mairie a eu la bonne idée de réhabiliter les bâtiments autour du prieuré, de l'ancien prieuré, notamment la salle des fêtes, l'école, et puis ces bâtiments ici, donc pour faire entre autres des gîtes. Donc dans ce cadre-là, c'est de l'archéologie préventive qui arrive. Donc comme toute opération, il y a d'abord une campagne de diagnostic. Donc la campagne de diagnostic a été réalisée par Tommy Vicard de l'INRAP, qui a fait plusieurs sondages tranchés autour du prieuré et qui a mis au jour un certain nombre de vestiges d'époque gauloise, romaine et médiévale. Donc il y a eu une prescription de fouilles dans le cadre de ce projet. Donc c'est EVA, sous ma responsabilité, qui a eu la charge de réaliser cette fouille. Donc il y a eu plusieurs secteurs concernés. Donc il y a 4 secteurs de fouilles avec des tranchées. C'est vrai que je peux faire avec ça. Donc voilà, donc, le premier secteur, le secteur 1, c'est l'ancien jardin du presbytère. Vous voyez avant et après la fouille. Et en fait, le jardin a surtout mis en évidence un espace funéraire du Moyen-Âge central. On verra tout à l'heure avec Gonoël. Le secteur 2, on est dans l'ancienne cour de l'école. Là, c'est vraiment un millimélo de maçonnerie. Vous voyez, quand même, on a plusieurs états, donc, qui va de la période romaine jusqu'à l'époque contemporaine. Donc un secteur assez riche en maçonnerie. Le secteur 3 qui se trouve au bord de la route, donc à l'emplacement d'un ancien urinoir, a aussi livré des choses. Le secteur 4 qui se trouve au bord de l'angle d'un bâtiment de l'école. Et puis des tranchées de petite envergure, mais qui ont livré quand même des vestiges. Donc voilà, donc du coup, on a pu mettre en évidence l'histoire de ce secteur de Tourdan depuis le IIe siècle jusqu'à la période contemporaine de manière
continue, ou presque continue. Donc voilà, donc on va commencer par la période gauloise, donc datée des 2e et 1er siècles avant Jésus-Christ. Donc voilà, donc vous voyez, c'est essentiellement des structures en creux, des fosses. Bon, on a quelques choses de type trou de poteau, fossé, mais c'est très limité, mais c'est essentiellement des fosses, et probablement des fosses d'extraction, parce que le terrain naturel qui est à Revel-Tourdan, c'est comme à Lyon, c'est du leuce. Donc c'est un matériau qui est extrêmement exploitable, facile à exploiter, et puis très pratique pour l'élévation des murs, que ce soit pour l'adobe, pour des briques crues, ou pour aujourd'hui le pisé, par exemple. Donc voilà, ici, vous pouvez voir ces fosses. Donc là, en fait, vous avez un sol romain, un mur romain, et puis ici, la tour médiévale. Vous verrez tout à l'heure ce que c'est. Et puis là, des fosses, plein de fosses, donc des trous, et comblées, alors ça, c'est ce qui en fait notre bonheur, comblées de mobilier archéologique, donc que ce soit de la céramique et de la faune. On a aussi quelques éléments de foyer. Donc voilà, donc à l'intérieur, comme je vous le disais, il y a du mobilier, assez intéressant, hein, qui reflète la vie quotidienne de la population au 2e et 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc 90% du mobilier, c'est de la céramique. Donc céramique étudiée par Guillaume Mazat. Donc vous voyez, il y a plus de 4000 fragments, presque 400 vases. Donc des choses assez intéressantes pour l'histoire de la céramique dans cette partie du territoire Allobroge. Donc je vous passe les détails. Hein. Voilà, donc vous avez beaucoup de choses qui viennent, par exemple, de la vaisselle fine qui vient d'Italie, ici. Vous avez aussi des choses de tradition locale, une inscription sur un vase qu'on appelle grise fine. Vous avez aussi des choses qui viennent d'Italie, de Lyon, du sud de la Gaule, encore des plats italiques, des choses qu'on appelle des vases peints, probablement de la région viennoise. Des pots de stockage qui sont ornés, donc ornés, bien décorés. Et puis, surtout, donc, des importations d'amphores vinaires. Donc les Gaulois étaient friands de vin, donc d'amphores qui viennent soit d'Italie donc méridionale, du nord de Rome, ou soit de Campanie, de la région de Pompéi. Donc voilà, donc vous avez ces fameuses qu'on appelle Dressel I, donc qui ont inondé le marché gaulois au 2e et 1er siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez, ça c'est des exemples, par exemple à Coran, en Auvergne, où vous voyez que les sols sont parsemés de ces amphores, ou à Toulouse, les puits comblés de ce type d'amphores. Et donc ça reflète bien donc, le faciès Allobroge de cette époque, qu'on retrouve aussi à Vienne. Donc voilà, donc je vous disais 90% du mobilier c'est de la céramique, mais on a aussi d'autres éléments. Bon, bien sûr des aiguisoirs, des choses classiques, et puis un fragment de chenet. Donc un chenet, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais un chenet, ça fait partie de l'équipement du foyer. Ça sert de support pour les bûches. Donc voilà, des chenets où il y a des corps zoomorphes. Donc ça peut être à tête de bélier ou à cheval. Ici, c'est un élément qui a été retrouvé à Champ-Martin, à Tourdan. Donc voilà, et puis aussi on a des tuiles, donc des tuiles qui attestent bien la présence de couvertures donc de maisons. Et puis aussi vous avez la faune, donc étudiée par un collègue, Thierry Argan, parce qu'en fait ces fosses ont livré beaucoup de restes fauniques. Donc on voit qu'on a, comme la plupart des sites, la fameuse triade, bœuf, cochon, mouton ou chèvre, et on voit bien qu'avec l'évolution, ça c'est une tendance qu'on voit sur d'autres sites, le cochon prend la place au détriment du bœuf. Et puis quand on arrive après la conquête romaine dans les années 30-20, on a aussi des fosses, toujours des fosses, comblées toujours par du mobilier assez intéressant pour nous, notamment de la faune, toujours de la faune, avec un ensemble ici de scapulas de bœuf, donc qui témoigne d'une activité de salaison, donc l'ancêtre de la viande de Grison. On a des choses similaires, par exemple en Suisse, à Auxerre, mais aussi récemment à Annecy. Donc voilà, donc des traces de salaison. Et puis aussi du gibier. Donc comme vous pouvez voir, on a les traces de gibier à plumes, à poil. On a du lièvre, du cerf, du renard, plumes, donc bécasses, oies, même des grives, des poissons de rivière, donc des truites ou des perches. Donc des choses assez comment dire, qui dénotent quand même une population assez, pas classique, je ne vais pas dire luxueuse, mais bon, voilà, qui
qui a une alimentation très diversifiée à l'époque romaine. Enfin, au début de l'époque romaine, pardon. Voilà, et puis aussi bon, toute une série de céramiques, hein, comme vous pouvez voir. Donc voilà, des vases qui viennent, qu'on appelle sigillés, qui viennent du sud de l'Italie, de la céramique peinte, probablement des ateliers de Sarment en Galles, des plats vernigerons pompéens qui viennent de Campanie, et puis des choses un peu plus locales. Donc voilà, donc maintenant c'est de savoir qu'est-ce qu'il y avait là. Effectivement, on a des fosses, on a des trous de poteaux, on a des foyers, mais vous voyez quand même que la documentation est quand même assez parsemée. La nature d'occupation est assez floue de cette époque. Donc c'est vrai que si on retourne vers les conclusions de Guillaume Varenne, on en serait plutôt dans un habitat qui associerait résidence aristocratique plus ou sanctuaire. Mais c'est vrai que d'après l'étude des céramiques et de la faune que vous avez vue, on est plutôt dans un habitat lambda classique. Donc voilà. Donc bon, pour le moment, on ne va pas aller plus loin. On va rester aux conclusions de Guillaume Varenne. Donc voilà. Donc ensuite, pour l'occupation du Haut-Empire, donc à partir du changement d'ère, et surtout dans les années 10-20, il y a une mise en place d'un bâti avec ses murs, vous pouvez voir. Malheureusement, cette occupation a souffert des aménagements postérieurs, hein, comme vous allez le voir. Il y a eu des occupations postérieures au Moyen-Âge, à la période moderne et surtout à la période contemporaine. Donc voilà, donc, la plupart du bâti Haut-Empire a été détruit. Donc on a quand même quelques bribes. Donc ce bâti est, c'est qu'à le dire, extrêmement bien bâti. On a donc des maçonneries qui associent des galets d'origine locale, hein, ça vient du terrain naturel, associés à un mortier jaune de chaux extrêmement bien compact, donc des murs assez bien bâtis, associés, donc vous pouvez voir ici en jaune, associés donc à des sols, non pas en terre battue, mais en béton, qu'on appelle terrazzo. Donc ici, ce sol s'est effondré en raison d'une excavation à l'époque médiévale. Donc on a quand même un habitat de qualité, donc avec des sols en dur. Mais comme je vous disais, la plupart de ces constructions ont été détruites par les constructions postérieures. Or, concernant le mobilier, il est extrêmement pauvre, à contrario des périodes précédentes. On a quelques monnaies, qui permet de dater les choses. Et puis on a cet élément-là, on a d'autres éléments en plomb, donc c'est un élément de canalisation en plomb, donc qui atteste une alimentation en eau courante de cet habitat. Et là, il faut revenir sur une découverte réalisée par Planchon dans les années 70, donc en 76 précisément, donc sur la colline de Revel. Donc il y a eu la découverte d'un aqueduc qui alimentait forcément le secteur de Tourdan. Donc, pareil, la nature d'occupation du Haut-Empire, est-ce que c'est de l'habitat? Est-ce que c'est un sanctuaire? Puisque les résultats effectués par Guillaume Varenne ont donné ici, dans ce secteur-là, un temple, Champ-Martin. Ici, dans le secteur des Roussières, des Fanum. Et puis ici, on est au milieu du prieuré. C'est vrai que c'est un peu un no man's land. Donc, est-ce qu'on aurait une partie résidentielle dans ce secteur-là qui serait cernée par des zones de sanctuaire? Alors ces choses-là, j'en ai parlé tout à l'heure. Par exemple, à Gilles-sur-Isère, on a ce cas de figure, c'est une agglomération qui associait sanctuaire et zone résidentielle. Et puis ici, un autre exemple, Faverges, en Haute-Savoie, toujours dans les Alpes, où ici, on a un sanctuaire, vous pouvez voir ici en zoom, extrêmement bien conservé, associé à une zone d'habitat. Donc c'est vrai qu'à Revel-Tourdan, on peut voir ce cas de figure. Et puis ensuite, durant l'Antiquité tardive, on a quand même quelques traces d'occupation, très fugaces malheureusement, mais on a quand même du mobilier qui atteste quand même toujours un approvisionnement de Tourdan à cette époque-là, hein, avec des choses qui viennent des Alpes ou de la bonne vallée du Rhône. Mais malheureusement, on ne peut pas définir exactement la nature de cet habitat-là durant l'Antiquité tardive. Guillaume Varenne a fait une carte pour cette époque qui a mis quand même en évidence certains points, certaines occurrences montrant la présence d'une occupation durant cette période. Bon, voilà. Donc maintenant, je vais laisser la place à... Oui ? Oui ?
Vienne et Beaurepaire. Je vous passe, maintenant, je vais laisser la place à Gwenaëlle Grange, qui va vous parler donc du site après l'Antiquité. Bonjour. Donc, moi, je vais donc effectivement plus vous parler de la période qui va suivre l'Antiquité, l'occupation médiévale, et aborder également un peu les périodes modernes qui ont détruit une partie des vestiges. Donc, dans un premier temps, je vais rapidement rappeler l'état des connaissances lors de notre intervention, à l'échelle du territoire de Tourdan, à l'échelle du prieuré plus particulièrement, et les problématiques qui étaient abordées par le site de la place Tourdan. Dans un second temps, je vous présenterai les vestiges et l'interprétation qu'on en a fait, en gros par phasage chronologique du Moyen-Âge à nos jours. Donc, à l'échelle du territoire de Tourdan, comme vient de le rappeler Tony, à l'époque, pour le Moyen-Âge, on s'appuie sur les nombreux travaux qui ont été faits dans la région et les découvertes fortuites qui ont été faites au XIXe siècle. Pour ce qui est de l'habitat, on a essentiellement des travaux de prospection qui nous ont permis de découvrir du mobilier céramique en surface, mais on a peu d'indices concernant réellement les constructions et l'habitat qui fonctionnerait avec ces mobiliers résiduels. Et pour ce qui est de l'occupation humaine, on va essentiellement avoir un centre toujours au niveau de Champ-Martin avec, comme l'a évoqué Tony, un édifice sacré qui est transformé à l'époque du Haut Moyen-Âge en église primitive, enfin, qu'on suppose être une église primitive, et qui s'accompagne du développement d'une nécropole qui va durer jusqu'au 8e siècle à peu près. Un autre pôle donc se dégage, celui qui est autour du prieuré toujours, et pour celui-ci, donc, les données sont un peu moins précises. Comme l'expliquait Tony, on a quelques sépultures qui se trouvent au sud-est du prieuré. Et on a également les découvertes des inscriptions paléochrétiennes que Tony vous a montrées tout à l'heure. Donc clairement, à l'échelle du territoire de Tourdan, à l'époque du Haut Moyen-Âge, ce que l'on sait, c'est qu'on a toujours deux spots, deux pôles d'occupation, une occupation humaine mal connue, mais deux pôles religieux qui sont assez manifestes. Voilà. À l'échelle du site, donc, le diagnostic réalisé a mis en évidence la présence de sépultures médiévales, la présence de maçonnerie qui était estimée médiévale ou moderne, la présence de fosses qui étaient interprétées comme des silos médiévaux ou modernes, et un four qui a été proposé comme étant moderne. Du coup, l'implantation de les fouilles a repris en partie les sondages positifs. Et lorsque nous sommes arrivés donc sur le terrain, comme vous l'expliquait Tony tout à l'heure, nous sommes intervenus essentiellement dans cette partie-là et après sous forme de tranchées en dehors de l'espace du prieuré. Du coup, on se rend compte que la fouille concerne uniquement la partie qui se développe à l'ouest du prieuré. Les bâtiments actuels ici concernent le prieuré. Ici, c'est un presbytère plus récent qui est du 19e siècle, mais qui reprend, comme on verra, des bâtiments antérieurs, le plan des bâtiments antérieurs. Ici, la salle communale du 20e siècle, l'école du début du 20e, l'église et le cimetière. Voilà, donc suite à l'ensemble de ces connaissances, plusieurs problématiques se posaient, à savoir quelle est l'origine de la fixation du pôle chrétien autour du prieuré. Y a-t-il un lien direct avec l'occupation antique? Existait-il un espace funéraire primitif, tardo-antique et ou alto-médiéval? Et existait-il surtout un édifice primitif chrétien à l'instar du site de Champ-Martin? Ensuite, une autre problématique, bien sûr, c'est comment a évolué ce pôle religieux au cours du Moyen-Âge pour perdurer jusqu'à nos jours. Et à l'échelle du territoire, la grande question qui se pose, c'est pourquoi le prieuré a-t-il perduré plutôt que que le pôle religieux de Champ-Martin? Donc,
Les vestiges du Haut Moyen-Âge s'implantent donc sur les vestiges de l'Athènes, puis les vestiges de l'Antiquité. Et on va avoir différentes périodes au Moyen-Âge qui occupent essentiellement, on le voit, l'espace du prieuré. Alors, concernant les premiers indices d'un espace funéraire dans le secteur, la fouille a apporté très peu de données complémentaires, hormis la découverte ici d'un fragment d'inscription paléochrétien. Ce fragment est minuscule à l'échelle par rapport aux autres inscriptions connues. Le spécialiste a pu déterminer sur les premières lignes un L, un X, sur la seconde ligne le septé et sur la troisième ligne un B ou un R, un A ou un M. Et au final, on se rend compte que cette petite inscription correspond tout à fait à l'épigraphie et au texte funéraire de l'époque, car si on regarde une des stèles découvertes au XIXe siècle, au XIXe siècle et qui date du VIe siècle, on retrouve le même genre de texte et les mêmes lettres, à savoir la date qui concerne la date précise de la mort de la personne, et ici la référence au consulat de Basilium pour donner l'année de la mort. On est donc face à un nouveau fragment d'une stèle funéraire qui se trouve de nouveau dans le secteur du prieuré. Quel est l'habitat qui fonctionne avec cette occupation très limitée funéraire? En fait, on a très peu de données sur l'époque du Haut Moyen-Âge. On va essentiellement avoir quelques murs, ici, et dans ce secteur-là, des fosses de récupération. Les murs sont séparés les uns des autres, sont très peu visibles, et d'un point de vue stylistique, il était très difficile de les rattacher, ce qui fait qu'il est très difficile de les interpréter. Et pareillement, dans le secteur 1, on voit ces fosses de récupération où les traces de ces murs qui ont été recoupés par les sépultures, ils sont isolés et n'ont malheureusement pas pu être interprétés. Les seuls vestiges qui ont permis qui ont été plus parlants, c'est cet ensemble bâti cohérent qui se situe dans le secteur 2. Alors, comme l'a montré Tony tout à l'heure, il s'agit de ces murs qui ont, comme on le voit, qui s'implantent sur les vestiges antiques et qui ont ensuite été pris dans la suite du bâtiment et des constructions postérieures. Voilà. Donc, après cette période du Haut Moyen-Âge, on passe sur la période du plein Moyen-Âge et qui se manifeste essentiellement par l'apparition d'un espace funéraire ici et la présence de quelques fosses sur le pourtour. Donc l'espace funéraire, plus particulièrement, on a découvert près de 80 sépultures, un peu plus, enfin structures funéraires. On a pu en fouiller une cinquantaine. Elles ont été datées à partir de 8 datations C14 du 10e et 12e. Donc c'est un espace de temps très circonscrit. L'étude biologique des personnes inhumées dans ce secteur présente la présence d'hommes, de femmes, d'enfants, des différentes classes d'âge d'enfants. On va depuis ici un enfant né juste après la naissance jusqu'à des enfants adolescents. Donc en soi, sur la population inhumée, on n'a pas de recrutement qui se base sur des critères biologiques de sexe ou d'âge. D'un point de vue de l'état sanitaire de la population, cette population ne présente pas de traumatisme récurrent, ne présente pas de traces de pathologie récurrentes. On est sur une population qui est relativement saine, en fait, et on n'a que quelques cas de dégénérescence osseuse comme des hernies discales, des tassements de vertèbres, des fractures de côte, et des ankyloses au niveau des mains. Mais c'est vraiment des cas exceptionnels isolés et ce n'est pas du tout représentatif du profil de la population qui reste une population en bonne santé en soi.
La taille, la stature de cette population, la bonne santé, les différents critères biologiques montrent qu'on est plutôt face à une population paroissiale, rurale, non violente et qui ne présente pas une activité spécifique. De quelle façon étaient enterrées ces personnes? On est clairement dans du Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'essentiellement ce sont des sépultures primaires individuelles. On a quelques rares cas de réduction, c'est-à-dire des squelettes qui ont été mis en tas pour enterrer des nouvelles personnes. Les personnes sont enterrées allongées sur le dos, la tête à l'ouest, les bras fléchis en avant du thorax avec un angle de flexion variable et les membres inférieurs en extension. Ça, c'est la position des adultes. Pour les enfants, la seule variante, ce sera les bras qui sont en extension le long du corps. Mais on est dans quelque chose de très normé. Pour les exemples de réduction, comme dans cette sépulture, les os mis en réduction à cette période sont regroupés. On a globalement l'ensemble du squelette d'un seul individu qui se trouve déposé dans les tombes. Donc il y a quand même, en dépit de cette mise en réduction du squelette, une importance de l'individualité du défunt qui est conservée. En ce qui concerne le traitement des corps à cette période, donc, ce sont des sépultures qui sont parfois aménagées de coussins funéraires en matériaux périssables. Plus rarement, ils vont utiliser des pierres comme soutien au crâne, comme ici. Alors, les défunts étaient inhumés dans des enveloppes souples de type vêtements, plus rarement de linceul, donc c'est les petits triangles. On va avoir quelques cas de dépôts funéraires à l'intérieur des sépultures, qui seront des cruches, comme ici ou ici. Ces cruches sont déposées parfois à l'intérieur du contenant funéraire, comme dans le premier exemple, parfois sur le contenant funéraire, et il s'est effondré à l'intérieur de ce dernier lorsqu'il s'est décomposé. L'interprétation de ces cruches, suite au remontage effectué lors de l'étude céramique, a mis en évidence qu'ils étaient volontairement percés avant d'être déposés dans les tombes, et ce qui permet de rattacher cette fonction à la fonction de dépôt d'encens qui accompagnait le mort. Voilà, qui est une pratique relativement connue et qui a été représentée notamment sur le tombeau de Louis au XIIIe siècle. Voilà. Concernant ensuite, ces corps étaient déposés dans des contenants funéraires très variés. Alors, ils utilisent essentiellement des matériaux périssables qui est le bois. On a des contenants funéraires en bois uniquement, qu'on retrouve grâce aux effets de compression sur les os, comme dans cet exemple, qui permet de restituer un contenant funéraire en bois non clouté. Ensuite, on va avoir quelques rares cas de monoxyle qui sont supposés. Là, c'est davantage en fait la présence de calage oblique qui permet de supposer que le contenant funéraire n'avait pas un fond plat, mais en cuvette. Et les effets de compression, pareil, sur le squelette qui suggèrent que ce dernier s'est enfoncé dans le fond en cuvette du contenant funéraire. D'autres types de contenants funéraires sont les coffrages, et ceux-là vont présenter des dispositions très différentes. On va parfois avoir simplement quelques calages qui seront plus pour caler le coffrage en bois de façon droite, mais qui ne seront pas, enfin ces calages ne seront pas structurels. Ensuite, on a des calages, un second type de coffrage où les calages sont utilisés pour fermer et sceller le couvercle seulement, donc aux extrémités placés aux extrémités des tombes. Dans le même style de calage, on retrouve des fosses qui sont creusées avec un ressaut dans la paroi sur lequel il pose le couvercle du coffrage et il le scelle ensuite de nouveau avec des pierres aux extrémités. Ensuite, on a ces cas de coffrage qui ont d'abord été interprétés comme des logettes céphaliques
Et l'étude taphonomique a démontré qu'en fait, le corps était déposé sur un fond en bois surélevé sur des pierres. Lorsqu'il s'est décomposé, le corps s'est enfoncé, donc le crâne notamment, entre ces pierres ou les pieds au-dessus de ces pierres. Ces sépultures à coffrage surélevé ont également quelques pierres qui calent les parois, mais aussi un espace vide laissé dans l'extrémité ouest qui pouvait soit servir à caler un élément signalétique en surface de la tombe, ou éventuellement un dépôt funéraire en matériaux périssables comme des dépôts végétaux, un bouquet de fleurs ou même des tissus. Voilà. Enfin, un dernier type de contenant funéraire, c'est toujours un coffrage, mais cette fois avec des calages qui sont très aléatoires, placés le long des parois pour caler ces dernières. Donc, ces modes d'inhumation en coffrage témoignent d'une utilisation très simple des matériaux à disposition dans le secteur et d'une adaptation en fonction de la taille du défunt et en fonction des nécessités de la présence d'autres sépultures antérieures. Concernant l'organisation de cet ensemble funéraire du 10e, 12e, on constate qu'il ne va pas jusqu'à l'espace bâti connu pour cette période, qu'il ne s'entend pas au-delà de la tranchée numéro 4, mais qui est tout de même au-delà de l'enceinte actuelle connue du prieuré. Côté sud, la dernière sépulture qu'on a se trouve ici. Et côté nord, on sait, grâce à un diagnostic réalisé en 2003 sur le parvis de l'église, que ce cimetière s'étendait davantage. Le cimetière est organisé en réalité en rangées plus ou moins régulières, entre lesquelles se sont intercalées progressivement d'autres tombes. La répartition des tombes sur ces rangées n'est pas régulière et on trouve des regroupements de sépultures qui sont probablement intentionnelles. En effet, on se rend compte que même si ces sépultures sont regroupées au même endroit, qu'elles se superposent par moments, ils ne recoupent pas les squelettes, ils se contentent de les toucher à peine ou de recouper un peu la fosse sépulcrale sans intervenir sur le corps. Donc on pense que ces regroupements sont clairement intentionnels et se font dans un espace de temps relativement court. Par exemple, dans cette sépulture, l'enfant a été installé après l'adulte et lorsqu'ils ont construit son coffrage funéraire, ils ont poussé la jambe de l'adulte pour pouvoir installer correctement la paroi du coffrage. Le fait qu'ils puissent pousser les os de l'adulte et le poser directement sur le reste du squelette indique qu'en fait les espaces vides étaient encore conservés et que ces inhumations côte-côte se font sur un espace-temps qui est inférieur à la 50aine d'années. Donc on suppose réellement que ces regroupements funéraires sont intentionnels et qu'ils reflètent probablement des liens familiaux ou au moins des liens sociaux entre les personnes. Pour ce qui concerne les phases de construction de cette période, ils sont très sporadiques, très limités. Un mur, ici, ou quelques fosses qui se trouvent dans ce secteur. On se rend compte que ces aménagements, en fait, se placent essentiellement à la périphérie de l'espace funéraire et essentiellement à la périphérie des constructions du haut Moyen-Âge qui devaient toujours être en élévation à cette période. Par exemple, cette fosse que Tony vous a montrée tout à l'heure détruit uniquement l'espace antique et ne touche pas aux constructions du Moyen-Âge. Après cette période donc, du bas Moyen-Âge et du haut Moyen-Âge, arrive la période du 12e, allant du 12e au 15e siècle, où l'on a découvert pour cette phase des éléments bâtis dans le secteur 2, un four dans le secteur 1, qui avait déjà été vu au diagnostic, et quelques fosses dans les tranchées 1 et 2. Concernant les fosses, on a très peu de données, on a du mal à expliquer leur fonction. Potentiellement, cette fosse fonctionnerait avec le four ici. Concernant le bâti, on se rend compte qu'il s'agit essentiellement d'un bâti qui vient compléter celui préexistant. Il va s'agir de cette tour, dans un premier temps, sur lequel va venir s'ajouter une citerne et enfin va être installée une canalisation encore dans un troisième temps. On est donc sur une construction qui embellit progressivement le bâti existant. La tour qui se trouve en fait à ce niveau-là par rapport à ce bâtiment
vient en fait compléter celle qui se trouve de ce côté. Et on imagine qu'avec le bâtiment initial du Haut Moyen-Âge, l'aspect de la façade ouest du prieuré prend un aspect fortifié. Et on est dans la période du XIIIe, XIVe siècle, qui est une période relativement tendue au niveau social. Concernant le four, donc il s'agit d'un four on a essentiellement la salle de chauffe, dont les parois ont été qui a été creusé directement dans le substrat, qui a été rubéfié sur place, qui est reposé sur 5 arcs et au-dessus de laquelle reposait la sole. Le mobilier découvert dans ce four permet d'interpréter qu'il s'agit d'un four de tuilier. Et sa datation C14 indique qu'en réalité, il est du 11e, 13e siècle, mais comme on le voit, il recoupe les sépultures du 10e, 12e siècle, donc ça réduit sa datation à la fin du 12e, 13e siècle. La présence d'un four de tuilier dans l'enceinte du prieuré indique une phase de reconstruction qui pourrait tout à fait correspondre à cette fortification des espaces, mais également à la construction de l'église paroissiale dont la nef actuelle est estimée du 12e siècle. En soi, on comprend qu'à partir de cette période, le bâti commence à investir l'espace ancien funéraire et les espaces funéraires sont réduits. Et le seul endroit pour le 12e, 13e siècle où on a des morts, c'est dans cette petite fenêtre. Donc, sur cette petite fenêtre, on a 7 sépultures qui se superposent les unes les autres. La datation C14 apporte une datation des sépultures et des réductions avec ces sépultures du XIIIe, XIVe siècle, début XVe. Comme dans l'espace funéraire antérieur, on a des hommes, des femmes, des enfants et également des périnataux en résiduel dans les terres, en position résiduelle. Donc on est toujours sur une population mixte, sans recrutement spécifique. L'état sanitaire, alors on ne peut pas dresser un profil avec 7 individus d'une population, mais en soi, comme dans la période précédente, on n'a pas de pathologie récurrente, pas de traces de violence, pas de traces d'activité spécifique sur les squelettes. Les statures et la robustesse des squelettes sont dans les normes. Donc on est toujours dans une population paroissiale. En soi, le mode d'inhumation reste identique. On est sur l'inhumation individuelle, par contre, avec de nombreuses réductions qui se multiplient énormément à l'échelle du nombre de cette sépulture. On en a 3, ce qui est quasiment autant que pour l'autre nécropole où on avait 80 individus. Les modes d'inhumation sont toujours les mêmes, avec des individus allongés sur le dos, la tête à l'ouest, enterrés, certainement habillés. On a peu d'aménagements funéraires, peut-être quelques coussins funéraires. Et par contre, les contenants funéraires évoluent. On abandonne complètement tout ce qui est coffrage, tout ce qui est cercueil monoxyle et autres. Et on a simplement des contenants funéraires en bois. Le nombre de clous augmente, mais on ne peut pas encore parler de cercueils car ils sont insuffisants. Donc c'est possiblement des cercueils, mais à ce moment-là, ils étaient chevillés ou maintenus par des systèmes de tenons et mortaises. Voilà, donc un exemple donc, de cette petite fenêtre sur ce cimetière. On a énormément d'individus. Là, vous avez une première sépulture qui est tellement recoupée qu'on n'a plus que la jambe. Un deuxième individu ici. Un troisième individu ici. L'aspect des réductions change énormément. C'est-à-dire qu'on a une mise en scène qui se fait avec plusieurs individus dans les réductions. Et surtout, les individus sont mélangés et ils sont incomplets. Donc, on n'est plus sur la même intention de préserver l'individualité des sépultures perturbées par les nouvelles inhumations. Et on se rend compte donc qu'ils placent les individus mis en scène, mais également qu'ils les placent sur le contour des contenants funéraires et sur les couvercles des contenants funéraires. Donc, ce changement d'organisation de l'espace funéraire qui est totalement exclu dorénavant de cet espace du prieuré démontre que progressivement le cimetière paroissial va être décalé en direction du nord, tandis que l'espace qui se trouve à l'ouest du prieuré va être dorénavant réservé
au prieuré. Comme on est au XIIe, XIIIe siècle, on peut supposer que la fonction entre les prieurs, qui ont une fonction davantage régulière, et la fonction du prêtre qui s'occupe de la paroisse. Oui, donc j'en étais donc la fonction entre la paroisse et la fonction prieurale se distingue clairement et d'un point de vue matériel dans l'espace. Après cette période, on passe à l'époque moderne, donc sur laquelle je vais aller plus rapidement. C'est surtout une période où on constate qu'en réalité, on va avoir très peu d'aménagements supplémentaires. Non. Voilà. Donc on va avoir par exemple à cette période le développement essentiellement. Je suis un peu. Voilà. On va avoir un mur du XVIe qui s'installe contre le bâti toujours existant médiéval du prieuré. Et ensuite, donc c'est celui-ci qu'on voit en vert qui vient s'installer là. Et ensuite, on a essentiellement d'autres bâtiments qui là sont plus du XIXe siècle, qui viennent s'installer contre la tour, ici dans un premier temps, et un espace ici qui va être un espace de plantation. Et ces constructions sont connues et visibles sur le cadastre napoléonien dès 1836. On voit la première phase de ce mur qui vient se coller contre la tour toujours existante. Et ensuite, sur ce plan de 1858, on voit que l'espace de fosse de plantation correspond à un petit jardin sur le plan. Et ce jardin a été assez catastrophique pour le cimetière du XIIIe, XIVe siècle, parce que voilà, les fosses de plantation sont remplies par des vestiges de sépultures qui ont été perturbées lors de la création du jardin. Donc on peut avoir des petites fosses de ce genre où on a en gros là minimum 3 individus et des fosses ossuaires beaucoup plus importantes où on compte 17 individus minimum. Voilà. Enfin, à la fin du XIXe siècle, on se rend compte que l'ancienne aile du prieuré est totalement arasée et détruite, elle disparaît du plan et vient se poser dessus ce mur et la construction du presbytère actuel qui reprend, grosso modo, le plan ancien. Voilà, donc en conclusion, les fouilles de Tourdan nous ont permis d'attester et de confirmer une occupation quasiment continue avec un lapsus moins présent autour du IVe siècle, depuis la protohistoire jusqu'à la période la plus récente, autour de ce prieuré. Elle renforce les suspicions d'une nécropole présente dans ce secteur-là dès le VIe siècle. Elle témoigne d'une construction précoce d'un prieuré au sud, qui se développe au sud de l'église et qui va fossiliser les bâtiments tout au long médiévaux, tout au long des siècles. La découverte du cimetière paroissial du Xe, XIIe siècle a été une surprise et il démontre bien qu'à l'époque, au début, la distinction entre le prieuré et la fonction de la paroisse n'était pas claire et qu'à partir de la fin du XIIe siècle, XIIIe siècle, les grosses phases de construction sont à l'image en fait, de cette nouvelle distinction politique plus forte. En soi, par rapport aux problématiques de départ, on se rend compte qu'on reste quand même un peu sur notre faim puisque la nature des occupations proto-historiques et antiques reste mal ou peu définie. La position, l'étendue et l'évolution d'un espace funéraire primitif du VIe n'a pas pu être davantage appréhendée et l'existence d'un édifice religieux primitif n'a pas pu être vérifiée. Toutefois, de nombreuses perspectives de recherche demeurent. Comme on a pu le voir, les sous-sols archéologiques sont conservés, c'est-à-dire que dans les cours, les jardins et les alentours du prieuré, ce dernier ayant fixé l'habitat et l'absence de construction, il y a certainement de nombreux vestiges funéraires et archéologiques et antiques dans ces secteurs-là qui sont conservés. Il nous reste la possibilité de faire des prospections géophysiques sur ce genre de sol qui nous permettra de déterminer le plan des structures sous-jacentes, de cibler potentiellement des sondages et des fouilles archéologiques pour répondre aux nombreuses questions qui demeurent.
Donc, une étude du bâti serait également très intéressante sur l'ensemble de l'église et les bâtiments du prieuré qui sont conservés pour préciser l'évolution des bâtiments au cours de l'histoire et détecter l'éventuelle construction précoce aujourd'hui prise dans le bâtiment. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci à vous deux. C'est une très très belle communication. C'est des fouilles très fines, très riches. Est-ce que vous avez des questions à poser? J'en ai une, peut-être une bêtise, je ne sais pas. Est-ce que vous avez repéré en fouille des espaces, des zones de circulation entre les tombes parce que c'est très très dense et je me pose la question. Alors non, ça n'a pas du tout été vu. Ouais. Ça, vraiment, on n'a plus les espaces de circulation. Alors, je n'ai pas montré, mais c'est vrai qu'on a sur les coupes des Bernes, on voit que le palais au sol a été complètement percé et on n'est plus du tout sur les niveaux de circulation de l'époque médiévale. Ils ne sont pas conservés par les occupations postérieures. J'ai été impressionnée par les réductions aussi et la mise en scène. C'est très très intéressant, c'est impressionnant. Pas de questions? Ah, super. Vous parlez bien fort dans le micro. Voilà, à part la table de Peutinger, y a-t-il d'autres inscriptions antiques définissant Revel-Tourdan? Non. Peut-être un jour, on trouvera une inscription. C'est vrai que ce serait bien de trouver des inscriptions. Je crois que sur le plan épigraphique, hormis les inscriptions dites paléochrétiennes du 6e, je crois qu'il y a une seule inscription qui a été retrouvée à Revel. Mais je pense qu'il y en a, il faudrait rechercher un peu plus, fouiller le sous-sol un peu plus pour en trouver. Non, très peu de traces du nom. Oui, ma question s'adresse plutôt à l'étude des tombes. Vous avez montré que les restes qui sont découverts sont des restes de personnes en bonne santé, enfin, qui n'ont pas subi d'agression plutôt, et qui sont morts des causes naturelles de l'époque, hein, vraisemblablement les épidémies ou maladies infectieuses. Est-ce que vous avez, en étudiant toutes ces tombes, pu évaluer l'importance de la population qui vivait autour de ces bâtiments depuis le début des tombes jusqu'à une période plus récente? Alors, dans la mesure où, en réalité, on n'a pas l'ensemble de l'espace funéraire, c'est un peu compliqué parce qu'on ne peut même pas multiplier proportionnellement vu qu'on ne connaît pas la surface totale de la nécropole. Mais clairement, il y a une population relativement importante parce que la concentration des sépultures est quand même importante sur 2 siècles, rien que pour la nécropole du 10e, 12e. Et la densité des sépultures au 13e, 14e démontre quand même qu'il y a beaucoup de monde sur une période très courte en fait qui sont enterrés. Alors bien sûr, je ne l'ai pas rappelé, mais au 13e, 14e, clairement, cette densité se fait à proximité de l'église. Donc il y a certainement une volonté aussi de se rapprocher de l'église qui fait que la densité de l'occupation funéraire augmente. Mais c'est vrai que par rapport à la population, c'est difficile d'évaluer ce qu'il en est. D'autres questions? Oui, ce n'est pas tout à fait une question. C'était simplement pour, je crois, remercier. Il y a une personne qui représente la Renaissance de Revel-Tourdan dans la salle. Donc, je vous remercie, madame, d'être venue pour écouter cette conférence qui nous donne des compléments, en effet, d'une clarté remarquable sur votre commune.
Et au niveau des âges, vous parlez d'adultes, mais est-ce que vous arrivez à identifier l'âge approximatif? Parce que souvent, on a, je ne sais pas, sur les inscriptions que vous nous avez montrées, si mentionné l'âge du défunt, mais souvent, des fois, on est surpris de voir sur des inscriptions anciennes du Haut Moyen-Âge, finalement des âges assez élevés. Alors, est-ce que vous, sur vos squelettes, vous arrivez à déterminer des fourchettes? Alors, la détermination de l'âge pour les individus immatures, enfin immatures d'un point de vue biologique, est plus précise, vu qu'on a tous les indices pour la croissance osseuse, la croissance des dents, etc. Donc, pour les individus immatures, on arrive à être assez précis. Pour les adultes, c'est plus compliqué parce que le seul élément sur lequel on peut s'appuyer, c'est la dégénérescence osseuse. Et cette dernière va dépend de l'âge, mais pas seulement. Si une personne est très active, elle va user son squelette plus rapidement et elle ne sera pas forcément âgée. Et pourtant, son squelette sera autant usé qu'une autre personne. Donc, en général, ce qu'on fait sur la détermination de l'âge des adultes, c'est des grandes tranches d'âge, donc qui vont en gros de 30 ans, 40 ans, 40 ans, 50 ans et plus de 50 ans. Dans le cas de Revel-Tourdan, on a effectivement des adultes âgés. Ils sont pas prédominants, ce qui montre quand même que par rapport à la démographie et l'âge de mort, les personnes n'allaient rarement jusqu'à un âge avancé. Mais il y en a. C'est pas exceptionnel, ça arrive. Et clairement, on est sur une courbe démographique qui correspond aux populations prégénériennes. C'est-à-dire que dans les enfants, on a énormément d'enfants proportionnellement qui sont morts avant 7 ans. Et après, ça diminue. Et les adultes, plus ils sont âgés, moins ils sont nombreux. Donc, voilà, c'est... Plus de questions? Non. Je voudrais revenir un peu sur l'association de Revel-Tourdan. C'est vrai que donc c'est pas l'association, c'est l'équipe municipale à l'époque a eu la bonne idée de faire ce projet, puisque sans ce projet il n'y aurait pas eu de fouille. Donc voilà, je les remercie. Et c'est vrai qu'on a été super bien accompagné par l'équipe municipale, et que alors son maire à l'époque, je ne sais plus son nom, mais actuellement c'est Yvan Argout, donc avec qui on a des liens très étroits. Donc prochainement on va faire une conférence, on essaye de trouver une date, mais c'est vrai que c'est pas facile avec nos emplois du temps respectifs. Et puis c'est vrai que pour l'avenir, nous, enfin surtout Gonaël, c'est vrai que moi j'ai d'autres chats à fouetter, mais Gonaël, elle n'a même rien. Bon, déjà, il faudrait que le rapport, parce que le rapport a été rendu, le rapport de fouille a été rendu à l'État. Il faut que ce rapport soit validé par une commission. Et puis, à l'issue, il faudrait peut-être mettre en branle un projet de fouille programmée dans ce secteur, sous la responsabilité de Gonaël, avec peut-être une première campagne géophysique, de radar géophysique, puisque ça c'est extrêmement simple, et de détecter autour de... un peu flou, un peu pixelisé, autour du prieuré, que ce soit les champs, le cimetière ou même autour des bâtiments, détecter des maçonneries pour détecter en fait, les premiers édifices de culte et puis tous les bâtiments annexes pour le Haut Moyen-Âge et même pour l'Antiquité. Parce que c'est vrai, comme je le rappelle, l'Antiquité c'est toujours assez flou au niveau de la nature, de l'occupation. Et puis après, peut-être dans une seconde année, faire des sondages pour... apporter des éléments chronologiques. Mais ça, nous verrons plus tard. Ouais, j'ai peut-être une dernière question. Si, vous pouvez me préciser le temps de la fouille, la durée de la fouille pour... 2 mois, non? 2 mois? 2 mois. Oui, parce qu'on a eu une prolongation 6 semaines, c'est tout? Ouais, 6 semaines. Et on a eu une prolongation, un renfort d'équipe avec la découverte. Bon, on le savait qu'il y avait des sépultures, mais pas aussi de manière assez concentrée. Donc voilà, donc effectivement, ça a été fait très rapidement. Mais bon, c'est vrai que c'est assez chronophage de fouiller des sépultures, des inhumations. Et, mais il en reste. Il en reste. Et donc voilà, ça serait bien de poursuivre cette aventure. En tout cas, bravo, parce que c'est très dense. Temps de fouille réduit, donc bravo.
Je vous remercie. Merci à tous les deux. Merci.